On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Notre invité pour cette émission, c'est un grand passionné, un ex-professeur, également un ex-producteur de spectacles. Il a fondé il y a plusieurs années la Rencontre des Arts et depuis quelques années, il se tourne vers la photographie. C'est un grand globe-trotter et j'ai nommé Paul Laforêt. C'en est devenu une habitude, c'est pratiquement notre chronique voyage à quelques occasions dans la saison avec notre photographe et globe-trotter en chef, Paul Laforêt. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Combien de voyages par année? Bien, depuis 3 ans et demi, je pars pour mon 13e, dans le 4 novembre. Le 4 novembre, ce sera ton 13e voyage. Oui, oui. D'ailleurs, je suis cédulé en novembre. Ça, c'est réglé. D'ailleurs, je travaille là-dessus actuellement pour me renseigner le plus possible. J'en ai un autre qui est placé, ça c'est en groupe. Je repars en mi-février jusqu'en mars. J'en ai un autre de placé aussi en octobre 2017, ça c'est des groupes. Maintenant, je travaille depuis un bout de temps sur mon départ du mois de juillet en solo, comme je viens de faire là. Et je suis sur un autre de 2018 dont j'étais déjà parlé en Éthiopie, le Danakil. C'est un peu plus complexe, ça. Mais je suis en communication avec une agence de Lyon qui va là depuis 12 ans. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'avec eux, je pourrais faire quelque chose de plus sûr au niveau de la période de temps. Parce que c'est pas toujours évident, ça. Les animaux, là, que je viens de faire, ils ne t'attendent pas nécessairement. Bon, là, on va parler de la grande migration. Oui. Donc ça, c'est ton dernier voyage? C'est mon dernier en juillet. Fin juin, début juillet. J'étais 15 jours parti seulement. Fin juin, début juillet. Oui. Par contre, les photos là, qui vont être montrées à l'écran, en fait, ont été faites sur 3 jours complets. J'ai fait 4 jours. J'étais parti 4 jours pour le Masai Mara. C'est le parc d'ailleurs du Kenya. Mais après coup, j'ai appris là-bas, parce que j'avais entendu parler d'un fameux lac où il y avait beaucoup de flamants roses, au nord du lac Nakuru, où j'étais déjà allé 2 fois. Et j'ai découvert ce lac-là pendant que je parle avec Joseph, mon guide, dans le Masai Mara. Et là, la discussion commence et je me retrouve le 7 juillet au lac Bogoria, que je ne connaissais pas de nom. J'ai appris le nom là-bas et c'est ça qui a été fascinant. Mais du même coup, j'avais aucune idée, moi, avant de partir, quand on s'était parlé de ça en dernière entrevue, je savais que j'allais voir la grande migration, ou j'espérais, parce que je n'étais pas sûr. Les animaux ne se déplacent pas parce qu'on est là. Les gens qui vont aux baleines sur le fleuve, ici au Québec, des fois, ils en voient, des fois, ils n'en voient pas. Puis vois-tu, j'espère aller aux baleines, à l'île Sainte-Marie de Madagascar. C'est un des endroits où il faut que j'aille, ça. Au mois de juillet, parce que juillet, août, septembre, octobre, c'est de la période, mais en même temps, il y a un festival des baleines là-bas. En tout cas. Fin juin, début juillet. Oui. 2016. 2016. Tu te retrouves donc au Kenya. Oui. Pour assister à la grande migration. Oui. Mais qu'est-ce que c'est la grande migration au Kenya en plein été pour nous? Bon, la fameuse grande migration, de toute façon, il faut connaître les parcs. Le Serengeti, c'est vraiment le parc de la Tanzanie. Et le Masai Mara, c'est le parc. Quand je dis le, c'est parce que c'est les parcs importants, le Masai Mara au Kenya. Par contre, le Masai Mara, c'est un parc de 1500 km². C'est pas si grand que ça. Bien, c'est grand, 1500 km². L'autre en a plus de 14 000. Mais c'est un seul et même parc. Ça fait 16 000 km². C'est la deuxième plus grande surface en Afrique, à part le Kruger, qui est en Afrique du Sud, que je ne connais pas, je connais de nom seulement. Mais dans le Serengeti, le Masai Mara, il y aurait, d'après des études, évidemment, 3 millions d'animaux, principalement des gnous, des zèbres. Évidemment, il y a tous les prédateurs aussi. Quand la migration se fait, pour l'herbe, évidemment, les prédateurs suivent. C'est pas compliqué. Mais la grande migration, le plaisir, c'est le déplacement. Quand j'ai fait un premier safari en 2011,
j'ai vu beaucoup d'animaux. Sauf que dans le Masai Mara, j'en ai vu peu parce que c'était très sec en janvier. Là-bas, c'est comme ici, quand c'est trop sec, puis les animaux, eux, comme c'est une surface très grande, il faut qu'ils mangent. 3 millions de gnous et de zèbres, là, ça fait de la consommation, ça. Quand je pense aux éléphants, par exemple, je lisais qu'un éléphant peut manger, si je me rappelle bien, 640 livres par jour d'herbe. Ça peut peser jusqu'à 8 tonnes, un éléphant. Quand je dis ça, c'est parce que je pense à une camionnette que j'avais en 2013 là-bas. Ça pèse 2 tonnes, ma camionnette. Puis en avant de nous, il y a un éléphant et mon chauffeur, qui était Maurice dans le temps, il arrête tout ça là, parce que l'éléphant est sur notre piste. Quand l'éléphant bat des oreilles, tu ne bouges pas. On a reculé, on a attendu qu'il continue sa route, simplement. Parce qu'un éléphant qui accroche une camionnette de 2 tonnes, ça ne paraîtra même pas. C'est gros. Mais quand ça se déplace, quel plaisir. Alors, la grande migration, pour y revenir, c'est le fameux déplacement. C'est ça que je cherchais, c'est ça que je voulais. Les animaux, là, je commence à en avoir vu un paquet. J'ai 31 jours de safari dans le corps. J'en ai fait 3 importants. Mais la plupart du temps, ils sont assez statiques. Ouais. Comme la copulation des lions que j'ai vus, ils sont plutôt statiques. Bien, enfin, ils bougent un peu, mais... ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. D'ailleurs, j'ai donné le temps, j'ai donné tout ça sur mes comptes rendus. Mais là, dans le cas de la grande migration, donc, ce sont des animaux qui se déplacent... D'un parc à l'autre. D'un parc à l'autre. Bon. Revenons à la température, à la pluie. Par exemple, dans le Masai Mara, les pluies importantes se passent en mai. Les animaux sont dans le Serengeti, de l'autre bord de la rivière Mara, en Tanzanie. Bon, eux, ils ont déménagé 3 fois dans l'année en Tanzanie, dans le Serengeti, qui est très bien connu comme nom. Et en juillet, comme il y a eu la pluie au mois de mai, l'herbe, là, sur les photos, ça va le démontrer, je roulais dans le Masai Mara en juillet plutôt, dans de l'herbe qui mesurait 6 pieds en moyenne à peu près. Des endroits, ça avait jusqu'à 8 pieds la hauteur de ma camionnette. C'est pas rien, là. Et là, tu te promènes là-dedans, c'est de toute beauté. Ça n'a pas été rongé, ça n'a pas été mangé. Juste le vent qui fait flotter ça, puis le soleil qui vibre là-dedans, c'est d'une rare beauté. J'en revenais pas de voir le même parc que j'avais vu en 2011, mais à l'état pur. Sauf que là, les animaux, eux, ont faim. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai écrit d'ailleurs, suivez la nourriture, vous trouverez les animaux. Puis de toute façon, tous les animaux dans le monde, c'est le même. Quand je pense à mes fameux, en Antarctique, les manchots, 10 millions de manchots sur l'île de la Georgie du Sud, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont là parce qu'il y a de la nourriture à l'eau. Puis la grande migration, c'est ça. La beauté, c'est de voir le déplacement. J'ai fait certaines petites vidéos, d'ailleurs, même si je ne suis pas très habile dans le domaine, qui montrent le déplacement. Et je me souviens, entre autres, du 4 juillet. Il est midi, moins 5 à peu près. On arrive en camionnette, puis on est parti toute l'avant-midi, on a cherché d'autres animaux, etc. Et on arrive à une espèce de sommet où, devant moi, j'ai une pente qui va vers la rivière Mara, à peu près à 1 kilomètre plus bas. De l'autre côté, ça remonte dans le Serengeti. Ouais. J'en ai 5-6 kilomètres d'en face, 180 degrés. Qu'est-ce que je vois? Des animaux en mouvement. Et là, ça se suit. Ah, sans cesse. Sans cesse. Et ça peut durer 3 semaines, 1 mois, là. C'est pas... J'ai lu que, évidemment, il faudrait être en avion, en hélicoptère pour voir ça. Il peut y avoir une colonne de 40 kilomètres de long d'animaux qui se déplacent. Moi, je voyais ça sur 1 kilomètre, un demi-kilomètre, là, ou 2, parce que j'ai vu du déplacement en colonne. Et là, dans le fond, ils se déplacent. Parce qu'ils viennent manger, simplement. Tout simplement. C'est tout. Ils peuvent parcourir quelle distance au moment de la grande migration? Bon, quand je donne les chiffres que je donnais tantôt, là, pour expliquer les 2 parcs en question, on va prendre une mesure simple. Partons de la frontière américaine, allons jusqu'à Saint-Jérôme. Oui. OK?
Maintenant, de Montréal-Québec, ça donnerait l'ensemble du 16 000 km à peu près. OK. Alors, tu peux imaginer maintenant, si tes animaux, je ne sais pas, sont dans le bout de Trois-Rivières, puis qu'ils s'en viennent vers Montréal, ça veut dire qu'ils parcourent des distances. Mais ça, écoute, ils ne font que ça. Aussi, il y a la période de la mise bas, il y a tout ça, là. Mais la beauté de ça, c'est, je pense au fameux parc qu'on a ici d'animaux, là, dans une camionnette. Je n'oublierai jamais, surtout le 4 juillet. Le 3 juillet, c'était superbe aussi. Il y en avait quand même moins, mais j'ai fait les plus beaux vidéos, le 3. Le 4, là, tu es debout dans la camionnette, tu regardes. Je ne pouvais pas, avant de partir, puis pourtant j'en avais vu avant, je ne pouvais pas imaginer ce que ça pouvait être comme déplacement. Et pourtant, j'ai vu ça sur 2 jours, rien de plus, là. C'est comme 2 jours intenses. Oh boy, intense. C'est pour ça que... Mais ça vous prend combien d'heures, si vous partez de l'hôtel et tout ça, là, votre propre migration, votre propre déplacement peut prendre combien de temps en camionnette? Moi, là, j'ai fait 2 jours et demi de déplacement en camionnette, là. On faisait une moyenne de 100 km par jour, mais ce qui avait de fin, c'est que mon chauffeur nous faisait préparer notre lunch dans le lodge, au lodge le matin, et on partait de 9 heures en ligne. On ne revenait pas manger au lodge, comme on fait avec des groupes. Avec des groupes, on rentre manger sur l'heure du midi. Là, non. Toute la journée. Quand tu rentres le soir, tu en as assez. Et jusqu'à quelle distance pouviez-vous vous approcher des animaux? Moi, là, j'ai des séquences où ma camionnette est arrêtée. Le plaisir d'être seul dans la camionnette, c'est quoi? C'est toi qui dis au chauffeur quand arrêter puis quand partir. Plutôt que d'être 6, comme j'ai déjà vécu. J'avais... Quand je regarde le caméraman, là, qui est en arrière de la caméra, je suis debout dans ma camionnette, je suis sur la bordure, j'ai des animaux aussi proches que lui, même, j'en ai tout le tour. Là. On parle d'une dizaine de pieds, même pas. Ah, même pas. Même pas. J'aurais pu pratiquement me pencher pour aller les toucher. Si j'étais descendu, ce qui est défendu, hein, on ne te laisse pas descendre, je serais descendu, ça a été un plaisir incroyable, par exemple. Tu t'installes debout avec ta caméra et tu laisses passer. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de... Il passe de chaque côté. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de jamais d'agressivité. Non, pas les gnous. Le gnou, je ne peux pas te donner beaucoup de détails sur cet animal-là, mais que je pense aux zèbres, par exemple. C'est des animaux qui sont complètement libres dans la nature et ils passent à côté des différentes choses, que ce soit un arbre, que ce soit une camionnette ou autre. Je n'étais pas la seule camionnette, là, hein, parce qu'en juillet, le petit défaut d'aller là en juillet pour la grande migration, d'abord, ça attire beaucoup de monde et c'est plus dispendieux. Okay? C'est plus cher que les autres mois de l'année, janvier, février, par exemple. Mais, et ce déplacement-là, c'est le kick de l'affaire. J'allais là spécialement pour ça, sans savoir au départ que je pouvais manquer mon coup. C'était risqué. C'est risqué parce que le moindrement... Tu reviens à l'exemple des baleines, là. C'est-à-dire que tu peux bien te payer un trip de baleine, mais ça se peut que tu ne vois pas de baleine. Là. Ça se peut. Si en mai, les pluies sont plus hâtives, par exemple, plus tardives, ça va faire varier l'herbe. Les animaux, ils savent ça. Alors, et surtout que moi, je passais là seulement 2 jours et demi francs dans le parc. J'ai rencontré un bonhomme qui est assis dans sa camionnette, lui, qui a 2 caméras que je vois, en tout cas, parce que je suis debout. Il y a des lentilles à peu près longues comme ça, là, des 600-800 mm fixes. Là. Et des gars comme lui, là, qui travaillent pour des films spécialisés, eux, ils peuvent passer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois à courir les animaux. Oui. Toi, en 3-4 jours, tu as réussi. Tu as réussi à faire le plein de photos. Bien, je ne vais pas me comparer. Hein. Pour moi, il n'y a pas de comparaison. C'est une chance intéressant. Ouais. Mais je vais t'avouer que j'ai vécu là un des plus beaux trips que je pouvais vivre dans ma vie, surtout que j'ai additionné le lac Bogoria le 7 juillet, où je me suis retrouvé
Des flamants roses, j'en ai vu beaucoup. J'en ai vu en Bolivie, j'en avais déjà vu en Floride, j'en avais vu au lac Nakuru. Bon, 300, 500, 1000 flamants roses, peanuts. Mais le plus drôle de tout ça, c'est que Joseph, mon chauffeur, quand il me parle de la possibilité d'aller au fameux lac, là, il dit, je vais téléphoner à l'agence. D'abord, il fallait que je connaisse le prix de la journée. Puis il dit, je vais téléphoner à un ami qui est au lac pour savoir s'il y a des flamants roses. Mon Joseph, il me dit, après son téléphone à son chum, moi, je lui demande, j'étais anxieux de savoir s'il y avait beaucoup de flamants roses. Il me dit, il y a des flamants roses. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Il dit, Joseph, tu ferais un excellent politicien. OK? Il y a des flamants roses. Je savais quelle sorte de journée que je devais faire. Lui, il était libre le 7 juillet parce qu'il y avait le 8, il partait sur une autre trip. Le 7 juillet au matin, je me suis levé à 2h10. À 3h, j'étais dans la cuisine pour aller chercher mon petit sac. J'avais dedans des tranches de fruits puis 3 saucisses. C'est tout ce que j'ai mangé dans ma journée parce qu'on n'a pas eu le temps d'arrêter à d'autres choses, là. 600 km aller-retour. On part à 4h moins quart de l'hôtel, il fait noir, et on roule 4h45 sans arrêt pour arriver à la barrière du fameux lac, où là, je devais payer 50 US pour entrer. Et Joseph me lâche comme ça sur la bordure du lac. Lui, il s'en va manger. Et plus tard, quand j'aurai fini ma bordure, on remonte en camionnette et on part. Mais sur la bordure, là, wow! Il n'y a pas un touriste. Je suis seul au monde. Et là, j'ai quoi? Le lac Bogoria, il y a à peu près 34 km de longueur par 3-4 km de largeur. Mais à l'endroit où je me retrouve, là, au tout début, il y a peut-être un bon kilomètre. Et je suis sur une pente douce, très douce. Je marche, j'avance. Et là, je vois en avant de moi que j'en ai pas à peu près. OK? J'en ai des flamants roses. J'ai 2 caméras, mais j'ai oublié mon attelage. Alors, je les accroche du mieux que je peux. Et la 400 mm, là, comme lentille, c'est quand même pas extrêmement lourd, mais en tout cas, je n'ai pas de trépied, j'ai rien, là. Quand tu roules à 400 mm, si tu bouges le moindrement, il y a beau avoir une anti-vibration là-dessus, en tout cas. Et j'avance, mais plus j'approche de l'eau, flouche, j'ai les pieds gros comme ça, mais je sens rien de ça. Parce que là, tu sais, quand on parlait de la descente en ski tantôt, là, quand tu es pris par quelque chose d'extrêmement fort dans ta vie, le reste, tu ne le vois pas. Je fais, dans 1h05, 420 photos. Ça, c'est à part le temps que j'ai pris pour regarder, là. Il faut cadrer, en tout cas. Mais c'était tellement... Écoute... Il y en avait combien? D'après moi, il y avait sur la bordure au moins 1 million. Mais c'est rien, ça. Après, vers 9h, 9h moins 20, je marche, je fais 1h franc, 1h05 de photos. Et je retrouve Joseph à la camionnette, on rembarque, puis là, on longe le lac pour aller jusqu'à l'autre bout. Ouais. En cours de route, j'ai fait la surface du lac, 3-4 km par 34, OK, en pieds carrés. J'ai mis un flamant rose par 1000 pieds carrés, c'est la grandeur de mon appartement. Puis je suis sûr qu'il y avait plus que ça, mais je n'ai pas voulu exagérer. OK? Tout le long du lac, j'avais des flamants roses partout. OK? Inimaginable. Et ça, ma surface me donnait 1 100 000. Ça, c'était pas ce que j'ai vu au début, puis c'était pas mes bordures de lac où j'en avais partout. Écoute,
Les photos que je vais montrer, en tout cas, ou les gens qui les ont vues, c'est unique. C'est vraiment unique. Pour moi, puis beaucoup de monde. Donc, pour ce voyage de cette grande migration, au total, tu as pris combien de photos? Sur 3 jours, j'en ai fait 2250. 2250. Oui, je n'ai apporté quelques-unes ici. Oui, quelques-unes. Notre réalisateur-monteur, évidemment, aura des heures de plaisir pour accompagner l'émission que vous regardez en ce moment. Mais là, dis-moi, est-ce que tu as l'intention de faire quelque chose avec ça? Est-ce que tu as l'intention de bâtir une exposition comme tu l'as déjà fait dans le passé? C'est quoi tes intentions par rapport à ces photos-là particulièrement? Je vais être franc avec toi, je ne sais pas. Par contre, quand je regarde les COP, moi, j'ai forgé, j'ai monté un système, là. Tu es au courant. J'ai des amis de la photo au Québec. J'ai un groupe au Kenya, j'ai un groupe à Madagascar. Bon. Je rentre chez nous, je recorde des photos que je vais envoyer, je passe beaucoup de temps là-dessus et je monte mes dossiers. J'ai monté 15 dossiers là-dessus et à la fin, j'ai relevé des mots de vocabulaire qui m'ont été dits à cette occasion-là. J'ai à peu près 30 mots de vocabulaire de surprise de toutes les sortes. C'est la première fois que ça m'arrive. Des mots aussi forts. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a une chose qui me trotte dans la tête, mais ce n'est pas juste pour ça, par exemple. Moi, j'ai déjà fait 2 documents sur l'Antarctique et la Mongolie. Oui. Bon, je commence à avoir pas mal de photos numériques, là. Il y en a à peu près 100 000. Bon, puis là, ça va se continuer. Je médite sur un livre que je vais faire qui va raconter, je ne sais pas, 20-25 pays. Je ne sais pas trop, mais là, je vais me payer un trip, par exemple, quelque chose de punché. Là. Pas juste une petite revue de 60 pages, mais 200-250 avec couverture cartonnée. Bon, je tourne là-dessus, là, quand je serai vieux. Ce qui n'est pas tout de suite, visiblement. Non. J'espère publier de quoi qui résumera un peu mes folies personnelles en photo et en voyage aussi, parce qu'il n'y a pas juste la photo aussi, c'est tout ce que ça accompagne, ça. Et tantôt, quand j'écoutais la personne avant moi... Dans une autre émission. Dans une autre émission, je trouvais ça extrêmement intéressant. On était dans un autre monde. Chacun a son monde. Chacun a son monde. Et toi, ton monde, depuis quelques années, c'est celui-là. Écoute, c'est celui des voyages et de la photographie. Je n'ai que ça dans la tête. Et là, tu disais, dans le fond, ton prochain voyage, dans le début novembre, tu t'en vas Je pars le 4 novembre. Je pars pour le... J'ai passé l'avant-midi là-dessus, d'ailleurs. Je pars pour Vietnam-Cambodge. Et moi, je suis allé au nord du Vietnam il y a un peu plus d'1 an, la région du Tonkin et du Yunnan en Chine, où là, les terrasses, entre autres, sont spectaculaires. Mais là, je vais aller à un endroit que je veux voir depuis longtemps, c'est la baie de Halong particulièrement. Mais on descend vers le sud, puis on fait une croisière qui remonte vers Angkor, à travers le... Donc, Vietnam et Cambodge au mois de novembre, et puis après ça, au cours de l'hiver et du printemps? Émirats arabes unis au mois de février-mars. L'été prochain, possiblement, parce que quand je les prépare moi-même, c'est un contrat, là. Je dois synchroniser beaucoup de choses. Je suis capable de le faire, mais c'est long. Qu'est-ce que je fais, comment je le fais, etc. Communiquer avec mon tour opérateur là-bas, ça fait beaucoup de recherche personnelle, mais ça, c'est un plaisir. Alors, le temps que je suis là-dedans, bien, ça m'occupe. Pas le temps de vieillir pendant ce temps-là? Honnêtement, je me sens pas trop vieux, en tout cas. J'ai 77 ans, et vois-tu, un des trips qu'il faut que je vive, c'est début 2018. J'ai parlé d'Anakil, hein? Ouais. Mais là, mon agence de Lyon, là, j'ai reçu des documents couleur dernièrement, puis je ne peux pas partir avant... Puis le meilleur temps, c'est début janvier-février 2018. Eux font ça en 2017, bon. Et là c'est quelque chose qui sort un peu d'ordinaire. Couché, là, sur les éruptions volcaniques pendant 2 nuits, là, en bas, ça, il faut que j'aille vérifier ça absolument. Ça me démange. Paul Laforêt, merci beaucoup. Bonne continuation. Bon prochain voyage et bonne photo. Au plaisir. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien.
Police Beta, jeudi 19h. Télévision du Haut-Richelieu. Dans quelques jours, le samedi 29 octobre, à l'église Saint-Athanas, Jean-Nicole, qui habite Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plusieurs décennies, va donner un spectacle, mais c'est un spectacle au profit de la Fabrique pour la sauvegarde de l'église Saint-Athanas. Donc, vous avez tous les détails à l'écran. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télébingo, avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000 $ et il y a 30 dépositaires sur le territoire que l'on dessert pour acheter des livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, je vous invite à le faire par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.